le 1er novembre 2008, Sneepkerk, Belgique. Dans une carrière de sable abandonnée, des ouvriers tombent sur un petit paquet recouvert de terre et de branches. À première vue, rien de particulier. Mais quelques minutes plus tard, il devient évident que cette découverte a un lien direct avec l'affaire de la disparition de Lina Verbeek. L'endroit est immédiatement bouclé. Les enquêteurs et les criminologues fixent les détails. Selon les conclusions des experts, tout indique un étouffement. Sur les vêtements subsiste un ruban bleu, noué négligemment mais solidement. Cet objet est noté comme une preuve importante. Le soir arrive la confirmation officielle. Toutes les données concordent. Celle trouvée dans la carrière, c'est Lina, qui a disparu 5 jours plus tôt. À partir de ce moment, les recherches se terminent. L'affaire passe à une autre phase, l'enquête. Maintenant, l'instruction doit reconstituer la chaîne des événements et déterminer qui et comment a mené cette histoire à un tel dénouement. Lina Verbeek vivait à Ostende, une petite ville belge au bord de mer. Une famille ordinaire, sans scandale retentissant ni problème. Le père, Peter, travaillait dans une compagnie de transport. La mère, Annelie, s'occupait de comptabilité dans une entreprise locale. Il vivait dans une maison à 2 étages près du centre. S'efforçait de maintenir un rythme habituel. Travail, rencontres avec des amis, rares voyages à la campagne. Tout semblait calme, régulier et prévisible. Lina fréquentait la crèche de Zonnebloem, un petit établissement en périphérie près du parc Marie-Henriette. La crèche était considérée comme fiable. Y travaillait un personnel permanent. Le territoire était clôturé. Les parents n'avaient aucune raison de douter de la sécurité. Habituellement, Peter emmenait Lina le matin avant le travail et Annelie venait la chercher. Cette organisation ne changeait presque jamais. Le 27 octobre 2008 ne se distinguait en rien des autres jours. Le matin, Peter, comme toujours, installa Lina dans la voiture et l'emmena à la crèche. À ce moment-là, tout semblait habituel, sans la moindre allusion au fait que cette journée tournerait au tragique. Quand il dit au revoir à sa fille devant la grille, Peter ne pouvait même pas imaginer qu'il la voyait pour la dernière fois. Jusqu'au soir même, personne ne soupçonnait que précisément cette journée deviendrait décisive. À 16h30, la mère de Lina, Annelie, arriva à la crèche de Zonnebloem. Elle comptait récupérer sa fille, comme elle le faisait chaque jour ouvrable. Mais l'éducatrice lui annonça quelque chose d'inattendu. Lina n'était pas sur l'aire de jeu et ne se trouvait pas non plus dans le groupe. Au début, cela ressemblait à un malentendu. Le personnel décida que Lina avait peut-être simplement pu se cacher ou s'absorber dans un jeu. Des recherches rapides commencèrent sur le territoire. À 16h45, on vérifia tous les locaux, les débarras et la cour. Aucun résultat. 25 minutes plus tard, il devint clair que la situation était plus sérieuse qu'il n'avait semblé dans les premières minutes. À 17h10, l'éducatrice appela la police. Le signalement fut enregistré comme une disparition. Les patrouilles arrivées inspectèrent immédiatement le périmètre. C'est alors qu'elles découvrirent un détail important. La grille arrière, menant au parking et au quartier résidentiel, s'avérait non verrouillée. Après l'appel à la police, le premier groupe d'enquête arriva à la crèche de Zonnebloem. Le soir passait rapidement à la nuit et chaque minute comptait. L'inspection commença immédiatement par le territoire, cours, aire de jeu, locaux annexes. Aucune trace de la présence de Lina. Tout semblait comme si elle avait simplement disparu. Les enquêteurs interrogèrent le personnel. Les éducatrices et les auxiliaires répétaient la même chose. Elles n'avaient remarqué aucun étranger sur le territoire. À la crèche, la journée s'était passée calmement. Personne n'avait noté quoi que ce soit de suspect. Les parents qui à ce moment récupéraient leurs enfants furent également interrogés sur place. Personne n'avait fait attention à des gens étranges près des grilles. L'attention de la police fut immédiatement attirée par un seul fait, la grille arrière. Elle s'avérait non verrouillée. Derrière la grille,
commençait un sentier étroit menant au parking et plus loin, au quartier résidentiel. À 5 mètres de la sortie, on remarqua au sol un mégot. Ce détail en lui-même pouvait sembler insignifiant, mais la marque des cigarettes était inhabituelle. C'était une marque rare, qui ne se rencontre presque pas dans les magasins ordinaires. Les experts fixèrent la trouvaille et la placèrent dans un sachet pour indice. Quand les employés montrèrent la photographie du mégot à la mère de Lina, la réaction fut immédiate. Annelie reconnut la marque. Ses cigarettes, son frère Thomas les fumait. Il était venu plusieurs fois avec elle à la maison, et le paquet au logo caractéristique lui était bien connu. Ainsi l'enquête eut pour la première fois un nom qui pouvait être lié à la disparition. Et c'est à partir de ce moment que l'attention de la police se tourna vers le plus proche parent de la famille, Thomas Verbeek, frère d'Annelie et oncle de Lina. Au moment de la disparition, il était un homme de 30 ans, s'occupait de petits commerces et vivait séparément. Au premier regard, une vie ordinaire, mais dans la famille, on parlait de lui avec retenue. Les relations avec le père de Lina étaient tendues. Quelques semaines avant l'incident, une dispute avait éclaté entre eux au sujet d'argent. Il s'agissait d'une somme d'environ 10 000 €. Pour la famille, c'était sensible. Et pour Thomas, une question de principe. La police enregistre cet épisode. Aux yeux des enquêteurs, le conflit personnel et les gros désaccords financiers semblaient constituer un motif tout à fait valable. D'autant plus que la trouvaille près de la grille, le mégot de marque rare, liait directement la situation à Thomas. Ce détail devint pour l'enquête non pas simplement un indice, mais la confirmation d'une hypothèse. La disparition avait pu être planifiée précisément par lui. Les premiers pas furent des vérifications. On interrogea les parents de Lina. Annelie confirma. Oui, son frère fumait précisément de telles cigarettes. Et oui, le conflit avec son mari avait effectivement eu lieu. Peter, le père, ajouta. La dispute sur l'argent était arrivée jusqu'aux menaces de cesser toute communication. Dans la famille, tous percevaient cela comme une querelle, mais sur fond de disparition, les paroles prenaient un autre poids. Les enquêteurs étudièrent aussi les actions récentes de Thomas. Il n'avait pas de dettes officielles, mais son commerce rapportait un revenu instable. Dans les conversations avec ses proches, il ne cachait pas son irritation et son ressentiment envers sa sœur et son mari, qui selon lui vivaient mieux qu'il ne le méritait. Tout cela se composait en une version compréhensible pour la police. Le parent avait pu se décider à faire un pas pour exercer une pression ou se venger. Ainsi, Thomas Verbeek devient le principal suspect. Selon les protocoles internes, est immédiatement envoyée une demande pour établir sa localisation exacte le jour de la disparition. Après la découverte du mégot, les soupçons sur Thomas commencèrent à se renforcer chaque jour. Les enquêteurs se mirent à interroger tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient eu des contacts avec la famille Verbeek ces dernières semaines, et progressivement commencèrent à remonter des faits qu'on ne pouvait déjà plus ignorer. En premier lieu, on vérifia l'entourage le plus proche. Plusieurs connaissances de la famille racontèrent que les relations entre Thomas et son beau-frère, Peter, étaient tendues depuis longtemps. Mais un mois avant la disparition, la tension s'était muée en antipathie ouverte. Sur fond de disputes financières, Thomas se permettait de plus en plus souvent des commentaires durs. Un des amis rapporta directement à la police. Il disait qu'il allait encore faire regretter Peter. La phrase sonnait littéralement « Il va encore me payer ». Ces mots furent plus tard inscrits au procès-verbal comme témoignage potentiel de menace. Une autre ligne de témoignage provenait du voisin de Thomas. Celui-ci se rappelait que dans les conversations, Thomas soulignait constamment « La famille de sa sœur vit sur un grand pied, tandis que lui-même se heurte constamment à des difficultés. » Le ressentiment accumulé formait un terrain pour le conflit, et c'est précisément en cela que la police vit un mobile possible. Important, Thomas ne cachait pas son irritation. Il se plaignait ouvertement du fait qu'on ne l'appréciait pas, qu'on l'avait rayé des affaires familiales. L'enquête analysait aussi un autre moment. Depuis le moment de la disparition de Lina, il n'était parvenu aucun appel, aucun mot, aucune allusion à des exigences de rançon. Cela brisait le schéma classique des enlèvements.
Habituellement, dès les premières 24 heures, les parents reçoivent un contact avec demande d'argent. Ici, cela n'existait pas, ce qui signifiait que la version sur la cupidité semblait plus faible que la version sur l'inimitié personnelle. Si on considérait tout ensemble l'indice sous forme de mégots, les menaces enregistrées, le conflit financier et l'absence de tentative d'obtenir un profit, le tableau devenait de plus en plus transparent. En parallèle, on vérifiait les opérations bancaires et les déplacements de Thomas. Il n'avait entrepris aucune grosse dépense ni voyage. En revanche, se confirmait le fait de sa présence constante dans la région. Cela coïncidait avec la possibilité supposée d'être près de la crèche au moment de la disparition. Chaque nouveau détail renforçait les soupçons. Pour les enquêteurs, Thomas devenait la figure numéro 1 dans cette affaire. Et bien que les preuves directes manquent encore, l'ensemble des faits semblait suffisamment lourd. Le juge délivra un mandat pour son interrogatoire. Cette décision devint la suite logique de la version selon laquelle précisément le plus proche parent pouvait être impliqué dans la disparition de Lina. Le 28 octobre, la police invita Thomas au commissariat pour un interrogatoire officiel. Formellement, il passait comme parent et témoin potentiel, mais aux yeux des enquêteurs, sa figure occupait déjà une place clé dans l'enquête. Dès les premières minutes, la rencontre ne se passa pas comme attendu. Aux questions sur l'endroit où il se trouvait le 27 octobre, Thomas répondait de manière évasive. Il parlait d'affaires générales, mentionnait des voyages, mais ne donnait pas d'adresse précise, d'heure ou de témoin. Quand l'enquêteur demanda directement de nommer l'endroit où il se trouvait dans l'après-midi, Thomas déclara « C'est mon affaire personnelle ». Cette phrase entra dans le procès-verbal et joua plus tard son rôle. La situation semblait étrange. Dans de semblables affaires, la coopération des parents avec la police est habituellement complète. Chacun comprend que de cela dépend la rapidité des recherches. Ici, au contraire, se formait l'impression que Thomas évitait consciemment les réponses. Il refusa non seulement de fournir un alibi convaincant, mais souligna qu'il ne se considérait pas tenu de s'expliquer. Un tel comportement renforçait les soupçons. Les enquêteurs enregistraient tous les détails. Pendant la conversation, Thomas se tenait de manière tendue, élevait périodiquement la voix, se plaignait d'un traitement injuste. Cela l'irritait même que les policiers posent des questions directes sur ses habitudes, son cercle de relations et ses rencontres récentes. À chaque précision, il réagissait de manière brusque et démontrait clairement sa fermeture. Après plusieurs heures d'interrogatoire sans résultat, les enquêteurs prirent la décision de chercher des confirmations de ses paroles par d'autres méthodes. Fut envoyée une série de demandes aux services frontaliers pour vérifier de possibles traversées de frontières et aux banques pour analyser les transactions sur ces cartes dans la période nécessaire. Ces données pouvaient montrer où exactement se trouvait Thomas le jour de la disparition de Lina et si ses déplacements coïncidaient avec le tableau des événements que reconstituait la police. Ainsi, le refus de coopération n'enleva pas, mais au contraire renforça l'attention sur lui. Maintenant, la vérification de son alibi devait passer par les canaux officiels, à travers documents et enregistrements. Les résultats des demandes commencèrent à arriver presque simultanément, et à partir de ce moment, l'enquête fit son premier tournant brusque. Jusqu'à ce moment, les enquêteurs étaient sûrs, tout menait à Thomas. Trop de détails indiquaient précisément lui. Mais les documents officiels, qui commencèrent à arriver de différentes sources, détruisirent pas à pas cette version. Les premières arrivèrent les données de la compagnie aérienne Brussels Airlines. Au nom de Thomas Verbeek était enregistré un billet Bruxelles-Londres, date 26 octobre, un jour avant la disparition de Lina. Les policiers vérifièrent. Le vol avait effectivement eu lieu. Le décollage s'était passé le soir, sans retard. Dans la base des passagers, Thomas figurait comme une personne qui était montée dans cet avion et était partie en Grande-Bretagne. Cette information exigea immédiatement une confirmation supplémentaire. Les enquêteurs envoyèrent une demande au service frontalier britannique. La réponse arriva assez rapidement. Selon leurs données, Thomas avait traversé la frontière le soir du même jour. Dans la base électronique figure une marque d'entrée,
Plus, il y a un enregistrement papier du passage du contrôle à l'aéroport de Heathrow. Ces documents étaient officiels et excluaient la probabilité d'erreur. Mais pour se convaincre définitivement, la police décida de vérifier son activité financière. Et c'est précisément ici que le tableau se composa définitivement. Le relevé bancaire montra plusieurs transactions effectuées avec la carte de Thomas le 27 octobre, c'est-à-dire le jour de la disparition de Lina. Le matin, paiement d'essence dans une station près de l'aéroport. Dans la journée, réservation dans un hôtel au centre de Londres. Plus tard, reçu d'un petit café. Chaque opération s'accompagnait d'une marque d'heure et de lieu. Et toutes se trouvèrent dans les limites de la capitale britannique. En fait, ces données excluaient complètement la possibilité de présence de Thomas à Ostende. Pour qu'il se trouve près de la crèche, il aurait fallu qu'il soit physiquement en Belgique. Mais les sources officielles l'enregistraient dans un autre état. Même s'il avait voulu cacher ses déplacements, de telles traces n'auraient pas pu être falsifiées. Et le billet d'avion, et le contrôle frontalier, et les transactions bancaires créaient une chaîne fermée de preuves. Pour l'enquête, ce fut un coup sérieux. Plusieurs jours avant cela, ils étaient sûrs qu'ils avançaient dans la bonne direction. Ils avaient un mobile, la dispute financière. Ils avaient dans des confirmations indirectes, le mégot près de la grille, les déclarations irritées. Tout cela ressemblait à une version solide. Mais les documents brisaient toute la construction. Thomas, au moment de la disparition, se trouvait à Londres. C'était un fait irréfutable. Bien sûr, les enquêteurs ne pouvaient pas simplement écarter son rôle. Théoriquement, il aurait pu participer indirectement, par exemple, à travers des intermédiaires. Mais pour cela, il aurait fallu avoir des preuves de liaison avec d'autres personnes. À ce moment-là, de tels faits n'existaient pas, ce qui signifiait que le considérer comme exécutant principal la police ne pouvait plus. À l'intérieur de l'équipe d'enquête surgit une tension. Les uns considéraient que le temps avait été perdu en vain, qu'on s'était trop longtemps focalisé sur Thomas. D'autres affirmaient la version était logique, et n'importe qui à leur place aurait fait la même chose. Mais le fait demeurait, le principal suspect avait reçu un alibi de fer, confirmé par 3 sources indépendantes à la fois. Pour la famille, ce fut aussi un choc. Anneli et Peter, encore hier, étaient sûrs que précisément le frère pouvait être mêlé à la disparition. Mais maintenant, il s'avérait qu'au moment critique, il se trouvait dans un autre pays. Cela brisait leur propre perception de ce qui se passait. Les proches essayèrent de comprendre comment dans ce tableau s'inscrivait le mégot trouvé et ses menaces. Pour la police, cela devint un signal. L'indice qui semblait direct avait pu être déposé. Ainsi, la version avec Thomas s'effondra. L'alibi fut reconnu irréfutable. L'enquête dut revenir aux positions initiales et chercher de nouvelles directions. Pour la première fois depuis ces jours, il devint clair. Le véritable ravisseur reste jusqu'à présent inconnu, ce qui signifiait que l'enquête devait suivre une autre ligne. Après qu'il devint clair que Thomas se trouvait à Londres et avait un alibi irréfutable, l'enquête n'avait pas d'autre issue que de revenir aux indices initiaux. Le principal d'entre eux, le mégot de marque rare de cigarettes, trouvé près de la grille arrière du jardin. C'est précisément lui qui initialement avait dirigé la police vers le parent, et maintenant il devait donner la réponse définitive. Était-ce vraiment sa trace, ou tout était-il beaucoup plus compliqué? L'objet fut livré au laboratoire du centre criminalistique de la province de Flandre occidentale. La procédure semblait standard, mais chaque étape avait de l'importance. Le mégot fut placé dans un conteneur stérile. Du filtre furent prélevés des échantillons pour extraire l'ADN. Bien qu'il ait traîné dans la rue plusieurs heures, les traces s'avérèrent suffisantes pour une analyse complète. Les experts procédèrent à l'extraction du matériel biologique, au nettoyage et à la construction du profil génétique. En parallèle, les policiers fournirent un échantillon étalon de Thomas, frottis de la muqueuse, procédure standard utilisée dans de semblables cas. Ces 2 profils devaient être comparés pour exclure ou confirmer la coïncidence. Quelques jours plus tard, les résultats étaient prêts. Dans le rapport des criminologues était clairement indiqué
pas de coïncidence. Le profil obtenu à partir de l'indice excluait complètement Thomas. Autrement dit, le mégot trouvé près de la grille appartenait à une autre personne. Pour les enquêteurs, ce fut comme une douche froide. Tous les efforts des derniers jours se construisaient autour de la version avec l'oncle. La famille aussi vivait dans la tension, forcée de soupçonner leurs proches. Mais maintenant, il devenait clair, Thomas n'avait aucun rapport à la disparition. Plus encore, quelqu'un avait consciemment tout fait pour que précisément sur lui tombe le soupçon. Quand les analystes étudièrent attentivement l'objet, dans le rapport, ils fixèrent encore un autre détail. Sur le filtre se trouvèrent des traces de rouge à lèvres, teinte rose pâle, à peine visible à l'œil nu. Cette observation ne donnait pas de réponse toute faite, mais permettait de supposer que la cigarette avait pu appartenir à une femme. En combinaison avec l'analyse génétique, cela renforçait la sensation que l'indice avait été déposé. La police commença à reconstituer la chaîne. D'où avait pu apparaître ce mégot? La marque rare ne se vend pas partout. Dans la maison des parents de Lina, de telles cigarettes se rencontraient effectivement. Thomas les fumait. La logique suggérait que quelqu'un avait pu les prendre précisément là. Par exemple, discrètement sortir du cendrier lors d'une visite. Cela expliquait pourquoi les soupçons semblaient si convaincants. Le véritable ravisseur connaissait manifestement les habitudes de Thomas et en avait profité pour diriger la police sur une fausse piste. Ainsi, l'indice même devint une preuve indirecte d'un calcul habile. Le ravisseur n'agissait pas simplement par impulsion, mais avait réfléchi d'avance à comment dérouter l'enquête. Cela signifiait que le crime n'était pas accidentel. Il se préparait, et dans la préparation, on accordait de l'attention même à de telles bagatelles. À l'intérieur de l'équipe d'enquête commencèrent des discussions. Certains enquêteurs considéraient qu'ils avaient perdu plusieurs jours précieux en vain. D'autres insistaient. La version avec Thomas était logique et tout autre aurait agi de même. En tout cas, le résultat du test ADN ne pouvait être ignoré. Il excluait complètement l'oncle du nombre des suspects et forçait à construire de nouvelles versions. À cette étape, la police se retrouva de nouveau au point de départ. Elle avait le fait de la disparition, la grille non verrouillée, les témoignages de témoins qui n'avaient vu aucun étranger, et maintenant, un indice qui témoignait d'une tentative de manipulation. Pour l'enquête, cela devint un signal. Il faut chercher ceux qui avaient un accès proche à la famille et à la maison. Seules de telles personnes auraient pu déposer un objet qui semblait si convaincant. La situation devint encore plus compliquée. Il s'avéra que le ravisseur avait non seulement réussi à emmener discrètement Lina, mais avait aussi préparé d'avance une fausse piste. Cela parlait de connaissance des circonstances et d'implication personnelle. À une simple personne accidentelle, il aurait été difficile de jouer si précisément sur les points faibles de la famille. Les enquêteurs relurent attentivement tous les procès-verbaux d'interrogatoire. Ils portèrent attention au cercle de relations de la famille Verbeek, à ceux qui fréquentaient leur maison, connaissèrent les habitudes de Thomas et avaient la possibilité de prendre un mégot. Ils commencèrent à recouper les listes et chercher des coïncidences. C'est précisément ici qu'apparut pour la première fois le nom d'Elk, ancienne employée du jardin qui avait accès au territoire et connaissait suffisamment bien la famille. Pour l'instant, ce n'était qu'une des directions, mais elle commençait à prendre forme. L'analyse ADN devint le moment décisif. Elle détruisit l'ancien tableau et montra que l'enquête avait affaire non seulement à un enlèvement, mais aussi à une tentative consciente d'embrouiller l'enquête. Si jusqu'à présent la police considérait que le crime était commis sur fond de conflits personnels, maintenant il devenait clair. La véritable histoire était beaucoup plus complexe. Les résultats du laboratoire ramenèrent l'affaire aux pointes initiales, mais ajoutèrent une nouvelle dimension. Devant les enquêteurs se posait la question: qui pouvait être suffisamment proche de la famille pour connaître les habitudes de Thomas et suffisamment résolu pour utiliser cette information pour détourner les regards? C'est précisément à partir de ce moment que dans l'affaire apparurent les premiers contours réels d'une autre version. Version qui finalement mènerait la police au véritable ravisseur. Après l'exclusion de Thomas du nombre des suspects, l'enquête forma un vide.
Il semblait que l'affaire était revenue au point initial. Mais déjà quelques jours plus tard, la situation changea grâce à une source d'informations inattendue. Le 31 octobre, on invita à la crèche un psychologue pour enfants. La tâche était non seulement de soutenir les petits ayant vécu la disparition de Lina, mais aussi d'essayer d'apprendre de nouveaux détails à travers des conversations de confiance. Le psychologue travaillait individuellement avec chaque pupille, s'efforçant de ne pas poser de questions directes, mais de donner la possibilité aux enfants de raconter eux-mêmes ce qu'ils se rappelaient. Les réponses habituelles concernaient les jeux, les amis, les moments quotidiens. Mais un garçon de 5 ans prononça inopinément une phrase qui changea immédiatement le cours de l'enquête. Ces paroles furent inscrites au procès-verbal. Lina est partie avec tante Elke. Cette réplique attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Jusqu'à ce moment, aucun des adultes n'avait signalé d'étrangers sur le territoire du jardin. Mais ici, il s'agissait non pas d'un inconnu. Le nom Elke était bien connu de beaucoup d'employés. C'était une ancienne éducatrice qui avait travaillé à De Zonnebloem presque 2 ans et avait démissionné seulement 3 mois plus tôt. La police commença à vérifier cette information. Les archives du personnel confirmèrent Elke, 22 ans, figurait effectivement comme employé. La raison de la démission semblait anodine. Conflit avec la directrice au sujet de l'horaire et de la discipline. Mais pour l'enquête était plus important autre chose. Lina la connaissait personnellement et lui faisait confiance. Cela signifiait que le jour de la disparition, Elke avait pu sans peine s'approcher de la fillette, lui parler et l'emmener, sans éveiller les soupçons des personnes présentes. Les enquêteurs demandèrent des données sur son lieu de résidence actuel. Il s'avéra que ces derniers mois, Elke louait une petite maison dans le bourg de Snijpkerke, à environ 15 km au sud d'Ostende. Cette adresse attira immédiatement l'attention. Près se trouvait une carrière abandonnée qui jouerait plus tard un rôle clé dans l'affaire. En outre, lors de la vérification, il s'avéra qu'Elke ne vivait pas seule. Avec elle se trouvait un concubin du nom de Joris, 25 ans. Il était sans travail permanent, se débrouillait avec des gains occasionnels. Dans la base de la police, il figurait déjà pour de menus délits, bagarres, amendes impayées, arriérés. Leur couple semblait instable du côté financier et pour les enquêteurs, cela devenait un trait important. Maintenant, la police avait un nouveau vecteur. Si avant toutes les forces étaient jetées sur Thomas, maintenant le tableau changeait. Les paroles du garçon indiquaient que la disparition était liée non pas au conflit à l'intérieur de la famille, mais à une personne à qui Lina faisait confiance et avec qui elle avait déjà des relations de confiance. Le nom Elke introduisit pour la première fois l'enquête sur la bonne voie. Il restait à vérifier son alibi, étudier son entourage, interroger les voisins et comprendre quel rôle elle avait pu jouer dans la disparition. Et avec elle, dans le champ de vision de la police, se trouvait pour la première fois son concubin Joris. Après l'apparition du nom d'Elke, l'enquête se tourna vers la vérification de sa biographie et de son entourage. À la différence de Thomas, on ne parlait presque pas d'elle jusqu'alors. Mais très rapidement, il devint clair. Derrière la figure extérieurement calme se cachaient des faits qui pouvaient expliquer son rôle possible dans la disparition de Lina. Elke était une jeune femme à qui venait à peine de s'accomplir 22 ans. Elle travaillait effectivement au jardin de Zonnebloem, mais son parcours de travail là-bas s'était terminé par un scandale. Les collègues se rappelaient que dans la dernière période, elle était souvent en retard, pouvait sans prévenir ne pas venir au travail. La direction lui avait fait plusieurs avertissements et finalement, 3 mois plus tôt, fut prise la décision de la licencier. La raison officielle sonnait doucement, absence. Mais les employés entre eux parlèrent du fait que sa vie était instable et qu'elle se comportait de manière détachée. Son concubin, Joris, s'avéra être un homme à la réputation encore plus sombre. Il avait 25 ans, n'avait pas de travail permanent. On savait qu'il se débrouillait avec des gains occasionnels, tantôt au chantier, tantôt il travaillait comme manutentionnaire, parfois restait longtemps sans rien faire. Dans la base policière, son nom se rencontrait déjà. Plusieurs délits administratifs liés à des bagarres de rue
et dette d'amende. Tout cela ne ressemblait pas à une biographie criminelle sérieuse, mais ajoutait des traits au portrait général. Les enquêteurs demandèrent leur histoire financière. Cette démarche donna immédiatement des résultats concrets. Le couple louait une petite maison à Snipekirk. Le paiement du logement était versé irrégulièrement, et le propriétaire de la maison se plaignait de retards constants. Selon les données des banques, ils avaient de petits crédits qui étaient aussi servis avec des retards. Au total, les dettes et arriérés s'élevaient à environ 7 000 €. Pour un jeune couple sans revenu stable, cette somme semblait catastrophique. Lors des interrogatoires des voisins, on apprit qu'Elke et Joris se querellaient souvent à cause d'argent, vivaient de salaire en salaire et essayaient de s'en sortir par tous les moyens. Dans les conversations, ils mentionnaient souvent l'envie envers ceux chez qui tout allait bien et se plaignaient que la vie était injuste. Cette information fit regarder la situation sous un autre angle par la police. Si Thomas était soupçonné à cause d'un conflit personnel, dans le cas d'Elke et Joris, la version semblait encore plus inquiétante. Il connaissait le jardin, connaissait l'emploi du temps. Elke avait des relations de confiance avec Lina. Et surtout, ils avaient un mobile réel. Le désespoir financier avait pu pousser à une décision qu'ils avaient à considérer comme une sortie rapide des dettes. Aucun de ces faits séparément ne prouvait encore leur culpabilité. Mais dans l'ensemble se composait un tableau. Vie instable, dettes, absence de travail stable et accès à l'information sur la façon dont était organisé le jardin et comment on pouvait faire sortir Lina discrètement. L'enquête reçut pour la première fois une nouvelle hypothèse logique. Maintenant, au centre des soupçons se trouvait un jeune couple à qui il fallait de l'argent et qui avait la possibilité de réaliser ce qui était conçu. Le mobile cessa d'être flou. Il acquit des contours concrets, financiers. La police comprenait. L'étape suivante, vérifier ce qui se passait dans la maison d'Elke et Joris dans les jours après la disparition. Le 1er novembre 2008, au commissariat d'Ostende commença une nouvelle phase de l'enquête. Après que le nom d'Elke eut surgi dans le procès-verbal, la police décida d'agir résolument. Dès le matin furent amenés pour interrogatoire les deux à la fois, et Elke elle-même et son concubin Joris. L'atmosphère dès les premières minutes était tendue. Les enquêteurs comprenaient qu'ils avaient devant eux de possibles acteurs de l'affaire, et le couple de son côté réalisait qu'il se trouvait sous le viseur direct de la police. La première interrogée fut Elke. Elle semblait abattue mais s'efforçait de se tenir. Aux questions sur l'endroit où elle se trouvait le 27 octobre, elle répondait sans assurance. D'abord elle disait qu'elle était à la maison, puis ajoutait qu'elle était sortie pour affaires. Elle n'apportait pas de détails et aux questions de précision répondait de manière évasive. À un moment, elle déclara directement « Je n'ai rien fait et ne comprends pas pourquoi vous pensez à moi. » Puis on appela Joris à la table. Son comportement était différent. Il se tenait brutalement, interrompait souvent l'enquêteur, s'efforçait de montrer de l'irritation et de l'indépendance. Quand il fut question du 27 octobre, il déclara avec assurance qu'il avait passé toute la journée à Bruges chez une connaissance. Mais il refusa de donner le nom de la connaissance, expliquant cela par la phrase « Je ne vais impliquer personne ». Les enquêteurs notèrent immédiatement les témoignages divergent. Elke affirmait qu'elle était à la maison et Joris insistait qu'il était parti dans une autre ville. Aucun des deux ne put fournir de preuves de ces paroles. À ce moment, la police avait déjà les premières données techniques. Les opérationnels demandèrent le billing des téléphones portables des deux suspects. Le tableau s'avéra éloquent. Selon les données des opérateurs, le 27 octobre, les deux téléphones étaient enregistrés non pas à Bruges et non pas dans la maison à Snipekirk. Les signaux des stations de base montraient leur localisation dans la région d'Ostende et précisément près de cette même crèche. Ces renseignements furent énoncés lors de l'interrogatoire. La réaction fut révélatrice. Elke pâlit et se tut, comme si elle ne savait que répondre. Joris, au contraire, devint encore plus agressif. Il accusa la police du fait que les données étaient falsifiées et que tout cela était un complot contre eux. Mais pour les enquêteurs, c'était évident. Ils se heurtaient au mensonge.
Plusieurs heures d'interrogatoire ne donnèrent pas de nouveaux aveux, mais mirent à nu l'essentiel, les incohérences dans les témoignages et les contradictions directes avec les données techniques. Pour la police, cela s'avéra suffisant. Les suspects non seulement ne purent expliquer leur présence près du jardin au moment de la disparition, mais essayèrent consciemment de la cacher. Le soir du même jour, le groupe d'enquête prépara un rapport. Sur la base des données rassemblées, le juge délivra un mandat pour perquisitionner la maison d'Elke et Joris à Snipekirk. C'est précisément là que la police comptait trouver confirmation de ses soupçons et peut-être les indices clés qui lieraient définitivement ceux-ci à la disparition de Lina. Le soir du 1er novembre, les enquêteurs avec mandat arrivèrent à la maison de Snipekirk où vivaient Elke et Joris. Le petit cottage semblait quelconque, mais c'est précisément sur lui que maintenant étaient dirigés tous les regards. Les opérationnels enregistrèrent le début de la perquisition dans le procès-verbal. Chaque pièce était étudiée selon les règles. Fixation séparée, photographie, inventaire. D'abord, tout semblait habituel. Désordre, meubles bon marché, objets domestiques. Mais quand on vérifiqua le sous-sol, la situation changea brutalement. Dans le local étroit où se dressaient de vieilles armoires et caisses, on découvrit au sol une couverture soigneusement pliée avec un dessin vif. Sa taille et sa forme sautèrent immédiatement aux yeux. Ce n'était pas du linge de lit d'adulte, mais un petit, calculé pour un enfant. Dans le procès-verbal fut fixé « Découvert objet textile avec traces évidentes d'utilisation récente ». À la surface trouvés cheveux et particules, dirigés pour analyse. À côté se trouvait un bol en plastique avec des restes de nourriture. Les experts notèrent que la nourriture n'avait pas eu le temps de complètement se gâter, ce qui parlait du fait qu'on l'avait utilisée littéralement quelques jours plus tôt. Cela excluait la version de conservation accidentelle de vieilles affaires. Le sous-sol était manifestement utilisé récemment et à un usage différent de l'entrepôt habituel. La trouvaille la plus inquiétante, un ruban bleu pour cheveux. Il gisait sur une étagère en bois. Les experts portèrent immédiatement attention. Par la couleur et le matériau, il coïncidait avec celui qui serait plus tard fixé sur Lina au moment de la découverte dans la carrière. Le ruban n'était pas neuf, il portait des traces de pores. Dans le rapport est indiqué « objet identique visuellement et par la composition du tissu au ruban trouvé sur les vêtements de Lina Verbeek ». Ces objets devinrent la preuve clé. Tout indiquait que c'est précisément ici que Lina était retenue pendant plusieurs jours après la disparition. L'aménagement du sous-sol, le linge de lit et la nourriture confirmaient que le local était adapté pour un séjour temporaire. Cela changeait complètement le cours de l'enquête. Si jusqu'alors la police ne faisait que construire des hypothèses, maintenant elle avait des indices directs qui liaient la maison de Snipekirk à la disparition. Les objets découverts furent immédiatement saisis et emballés. Chaque bagatelle était fixée, de l'état du sol à la disposition des meubles. L'importance de ces indices résidait non seulement dans leur lien avec Lina, mais aussi dans le fait qu'ils prouvaient le fait même de la détention. Et cela faisait automatiquement passer Elke et Joris dans la catégorie des principaux suspects. Après la perquisition, l'enquête ne doutait déjà plus. Dans la maison étaient conservées des preuves qu'il était impossible d'expliquer par le hasard. Maintenant venait le tour des interrogatoires où les indices seraient présentés directement. Le lendemain, après la perquisition, Elke fut sortie de cellule et menée dans la salle d'interrogatoire. Elle semblait épuisée. Les mouvements étaient trop lents, les yeux gonflés de larmes. Dans la salle se trouvaient 2 enquêteurs et un sténographe. Sur la table gisaient déjà les photographies prises dans le sous-sol de leur maison à Snipekirk. En premier lieu, on lui montra le cliché de la couverture. Elke regarda furtivement et détourna immédiatement le regard. À la question d'où elle venait, elle répondit sèchement, probablement laissée par les précédents locataires. L'enquêteur ne discuta pas, posa simplement la photographie suivante. Le bol en plastique avec des restes de nourriture. Elle essaya de se justifier, disant que dans la maison régnait toujours le désordre. Les vieilles affaires traînaient souvent n'importe où.
Mais quand on posa sur la table un gros cliché du ruban bleu, sa réaction changea. Elke se tut. Elle regardait la photographie sans détourner les yeux, puis serra brusquement les mains en verrou et baissa la tête. Quelques minutes, la salle resta en silence. Seul le sténographe continuait à taper. Finalement, elle prononça « C'était Lina ». Après ces mots, la résistance s'effondra. Dans le procès verbal est noté « La suspecte pleure, accepte de donner des témoignages ». Elle raconta que l'initiateur de tout était Joris. C'est précisément lui qui proposa d'enlever Lina, assurant que c'était le seul moyen de gagner rapidement de l'argent. Selon ses paroles, il l'avait longtemps convaincue, et elle n'avait accepté que par peur. Elke souligna, elle-même n'y serait jamais allée. Elle décrivit comment le 27 octobre, elle s'était approchée de Lina sur l'aire de jeu. La fillette la connaissait et sans hésitation la suivit. Elles montèrent dans la voiture et allèrent à leur maison. Elke affirmait que toutes les actions suivantes étaient contrôlées par Joris. Quand on amena Joris dans le cabinet, l'ambiance changea brutalement. Il se tenait agressivement, parlait fort, s'appuyait de manière démonstrative contre le dossier de la chaise. Aux premières questions sur les trouvailles dans le sous-sol, il répondit « Vous avez tout inventé. Ce sont vos fantaisies. » L'enquêteur posa calmement sur la table les photographies. Couverture, bol, ruban. Joris commença à se fâcher. Il essayait d'affirmer que les objets pouvaient appartenir à n'importe qui, que le ruban était déposé par les policiers. Mais quand on lui montra les résultats d'analyse des connexions téléphoniques où était fixée sa localisation près de la crèche au moment de la disparition de Lina, il se tut. Plusieurs heures, il tint bon, niait et refusait de donner des réponses intelligibles. Mais tard le soir, sa position changea. Dans le procès verbal est noté « Après un long silence, le suspect demanda papier et stylo. Il dessina un schéma et mit une croix près de la carrière de sable abandonnée, à environ 5 km de leur maison. Joris reconnut que c'est précisément là qu'ils avaient caché Lina. Les aveux des deux suspects devinrent le moment décisif. Elke prit sur elle le rôle de témoin contre Joris, affirmant qu'il était l'initiateur et l'organisateur principal. Joris, de son côté, ne niait pas que c'est précisément lui qui avait pris la décision de se débarrasser de Lina quand il comprit que leur plan avec la rançon ne marchait pas. Maintenant, l'enquête n'avait plus de doute. L'histoire, avec les indices déposés et les fausses versions, était terminée. Dans leurs mains se trouvaient des aveux directs, des procès-verbaux et une carte avec indication de l'endroit où il fallait chercher. Tout cela transformait l'affaire d'énigme en tableau tragique, mais achevé. Après les aveux d'Elke et Joris, l'enquête reçut pour la première fois la possibilité de reconstituer la chronologie complète des événements. Ce qui jusqu'alors ressemblait à des indices épars se composa maintenant en un récit unique. Chaque détail montra à quel point, en réalité, l'histoire commencée le 27 octobre 2008 à Ostende s'avéra banale et en même temps monstrueuse. Ce matin-là, tout semblait absolument habituel. Peter, le père de Lina, l'emmena à la crèche de Zonnebloem avant d'aller travailler. La fillette lui dit au revoir près de la grille et entra à l'intérieur où l'attendaient déjà les éducatrices. Personne ne pouvait imaginer que ce jour l'emploi du temps serait violé de la façon la plus terrible. Selon les paroles d'Elke, elle vint au jardin vers midi. Elle connaissait bien le territoire. Elle y avait travaillé plus d'1 an, savait quelle grille ne se fermait pas toujours, et comme il était facile d'entrer à l'intérieur si on agissait rapidement. Lina la connaissait, la percevait comme sa tante. Cette confiance devint le facteur principal permettant de réaliser le plan sans résistance. Elke l'appela simplement, dit quelques phrases habituelles, et la fillette la suivit docilement. La vieille Opel Corsa attendait non loin. Elles montèrent dans la voiture et se dirigèrent vers la maison à Snijpkerk. Le chemin prit environ 20 minutes. Elke affirmait que pendant tout ce temps, Lina ne posait pas de questions.
Elle avait l'habitude de voir Elke à côté et ne l'apercevait pas comme une étrangère. La maison dans laquelle le couple vivait ces derniers mois était petite. En fait, un cottage ordinaire, loué pour un loyer modeste. Le sous-sol était utilisé comme entrepôt, mais c'est précisément lui qu'ils décidèrent de transformer en lieu où ils garderaient Lina. Ils étalèrent la couverture, posèrent le bol avec de la nourriture et une bouteille d'eau. Au premier regard, cela ressemblait à une préparation. Mais en réalité, rien n'était réfléchi. Dès le début, leur plan s'effondrait. Joris voulait exiger une rançon des parents, mais il n'avait ni téléphone avec lequel on pouvait appeler anonymement, ni compréhension de comment transmettre le message de façon à ne pas être retrouvé. Toute idée se brisait sur la peur. Il savait que la police s'était connectée aux recherches dès les premières heures. Chaque jour, les nouvelles parlaient de perquisitions à grande échelle, d'attractions de volontaires. La pression s'intensifiait. Du 27 au 31 octobre, Lina se trouvait dans le sous-sol. Le couple apportait nourriture et eau, mettait parfois de la musique pour étouffer le bruit. Les voisins se rappelèrent plus tard que ces jours-là de la maison s'entendaient d'étranges sons. Mais alors personne n'y prêta attention. Le problème principal restait la question. Que faire ensuite ? Elke racontait qu'elle essayait de convaincre Joris de libérer Lina, mais il refusait. Il était sûr que si on la rendait, la police arriverait jusqu'à eux par les empreintes ou les témoins. Au lieu de chercher une issue, ils se querellaient, s'accusaient mutuellement d'inaction et tombaient de plus en plus dans la panique. Dans la nuit du 31 octobre, Joris prit une décision. Selon ses paroles, il craignait que Lina puisse raconter aux parents qu'il avait emmené. Il considérait que leur plan était échoué et que la seule façon de se débarrasser du danger était d'éliminer le témoin. Cette décision devint le point de non-retour. Elke affirmait qu'elle avait essayé de l'arrêter, mais n'avait pas pu. Dans le procès verbal est fixé. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, Lina périt dans le sous-sol. Cause : étouffement. Cela confirmèrent aussi les résultats de l'expertise médico-légale plus tard. Le lendemain, ils commencèrent à réfléchir comment cacher les traces. Elke lavait les sols, nettoyait le sous-sol. Joris cherchait un endroit où on pouvait emmener le corps. Le soir, ils chargèrent tout dans le Opel Corsa et allèrent en direction de la carrière de sable abandonnée. Cet endroit se trouvait seulement à 5 km de leur maison, et Joris le connaissait bien. Dans l'obscurité, ils s'arrêtèrent sur le bas-côté, descendirent dans la carrière et enterrèrent le corps dans le sable, le couvrant de branches et feuilles. Là s'acheva leur tentative de cacher le crime. Les matériaux judiciaires montrent que toute la chaîne d'événements prit 5 jours. 5 jours remplis de peur, de stupidité et d'absence complète de plan. Ils ne firent pas d'appel, n'écrivirent pas de mots, n'entreprirent même pas de tentative de contacter les parents. Leur plan d'enlèvement était en réalité une chaîne de décisions paniques dont chacune aggravait la situation. Un rôle particulier dans cette histoire joue Elke elle-même. Ces témoignages montrent une femme qui avait peur de son propre concubin et ne pouvait lui résister. Mais en même temps, elle participa consciemment à chaque pas. Emmena Lina du jardin, aida à la garder dans le sous-sol, nettoya les traces quand tout fut fini. Joris était l'initiateur, mais Elke ne fut pas un témoin étranger. Ses actions rendirent le crime possible. Au final, les enquêteurs purent reconstituer le tableau complet. 27 octobre, enlèvement près de la crèche. 27 au 30 et 1 octobre, détention dans le sous-sol. 30 et 1 octobre, dans la nuit. Mort. 1er novembre, dans la nuit, transport du corps à la carrière. Chaque pas confirmé par les témoignages, les indices et l'expertise. Le plus terrible dans cette histoire n'est pas le sang-froid ni le plan sophistiqué. Au contraire, tout fut fait à la hâte, sans réflexion. Le principal moteur des événements ne furent pas le calcul et la ruse, mais la panique banale et la stupidité.
Ils voulaient obtenir rapidement de l'argent, mais ne savaient même pas comment faire. Et quand la pression s'intensifiait, la peur les poussait à de nouvelles erreurs. Pour l'enquête, la reconstitution devint l'étape la plus importante. Maintenant, on pouvait montrer au tribunal qu'il s'agissait non pas d'un hasard ni d'un craquage soudain, mais d'actions conséquentes qui menèrent au final tragique. À partir de ce moment, l'enquête passa au stade final. Les indices rassemblés, les aveux fixés, les événements reconstitués par heure. Il restait devant la procédure judiciaire où tout cela devait recevoir une évaluation juridique et se terminer par un verdict, le 20 septembre 2009. La salle du tribunal de Bruges était comble. Journalistes, parents, avocats, représentants du parquet, tous attendaient dès le point final dans l'affaire que toute la Flandre discutait depuis presque 1 an. Sur le banc des accusés étaient assis 2 personnes, Joris et Elke. Ils avaient déjà reconnu leur culpabilité au stade de l'enquête, mais maintenant le tribunal devait donner l'évaluation définitive de leurs actions. Le procureur commença par les faits. Dans son intervention, il lut les points d'accusation. Enlèvement de Lina Verbeek le 27 octobre 2008, sa détention illégale dans la maison à Snijpkerk, ainsi que meurtre commis en groupe. Le procureur souligna que les actions du couple ne pouvaient être justifiées ni par la situation financière désastreuse, ni par la peur devant l'exposition. Il attira l'attention sur le fait qu'ils avaient eu 5 jours pour corriger la situation, mais au lieu de cela, ils prirent une décision qui interrompit une vie. Puis, la parole revint à la défense. L'avocat d'Elke essayait d'adoucir son rôle. Il affirmait qu'elle se trouvait sous la pression psychologique de Joris, que toutes les décisions clés étaient prises précisément par lui et qu'elle ne faisait que suivre ses instructions. Selon lui, les actions d'Elke étaient dictées par la peur et l'état d'affect. La défense de Joris essayait aussi de jouer sur la composante émotionnelle, déclarant que son acte était impulsif, sans préméditation, et que c'était une décision dans l'état de panique. Le tribunal écouta attentivement les 2 parties, mais les faits étaient incontestables. Il y avait les indices, les procès-verbaux, les témoignages et la logique même des événements. Après plusieurs heures de discussion, le président lut le verdict. Joris reçut la prison à vie, sans droit à libération anticipée. Elke fut condamné à 25 ans de prison pour complicité et aide à dissimuler le crime. Ce jour devint le point final dans l'enquête. Le tribunal mit une virgule juridique, mais pour la famille Verbeek, l'histoire ne finit jamais. Plus loin, il s'agissait déjà non pas d'enquête et de tribunaux, mais de comment vivre ensuite avec cette perte. Le verdict fut rendu, mais avec lui surgit une nouvelle couche de questions que aucun tribunal ne fermait. La vie de la famille Verbeek se divisa en avant et après. Peter et Annelie ne pouvaient plus rester à Ostende où chaque maison et chaque rue rappelaient Lina. Quelques mois après le tribunal, ils vendirent la maison et partirent dans une autre région de Belgique, s'efforçant de tout recommencer. Dans la presse, on écrivait alors que la famille évitait consciemment la publicité, refusant les interviews et contacts avec les journalistes. Pour eux, c'était le seul moyen de continuer tant bien que mal à vivre. Les changements touchèrent aussi la crèche de Zonnebloem. Après la tragédie dans l'établissement, on renforça les mesures de sécurité. Les grilles arrière furent équipées de nouvelles serrures, on installa des caméras de surveillance et le personnel fut obligé de passer une formation supplémentaire. Pour la directrice, cela devint une affaire de principe. Faire tout le possible pour que semblable chose ne se répète jamais. Les parents des autres pupilles doutèrent d'abord s'il fallait laisser les enfants au jardin, mais progressivement la confiance fut rétablie. Et pourtant, dans les matériaux de l'affaire, resta un moment qui ne reçut pas de réponse. Pendant 5 jours, Lina se trouvait dans la maison d'Elke et Joris. Pendant tout ce temps, ils ne firent aucun appel, n'envoyèrent aucun mot, n'essayèrent pas d'obtenir de rançon. Ils avaient un mobile, l'argent. Ils avaient la possibilité. Mais ils ne l'utilisèrent pas. Au final, tout leur plan se réduisit à des actions paniques et à une chaîne d'erreurs qui se terminèrent par une tragédie.
Cette question resta sans réponse et devint le principal paradoxe de l'affaire. Pourquoi, ayant un but, ne firent-ils pas un pas vers sa réalisation? Les matériaux de l'enquête ne donnent pas d'explication. Peut-être était-ce un mélange de peur, d'ignorance et d'espoir insensé que tout se résorberait de soi-même. Mais le fait reste, le maillon le plus important, pour lequel tout était entrepris, ne fut pas réalisé. Et c'est précisément cela qui rend l'histoire de Lina Verbeek encore plus insensée et terrible.